Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le 45 minutes, votre émission 100% foot dans la région des Hauts-de-France et 100% web. On va parler du LOSC, actualité oblige, spécial LOSC ce soir, avec, il y a plein de choses à dire, un hors-jeu de la discorde contre le PSG, le coup de gueule hallucinant de Campos, la menace d'une relégation en Ligue 2, ce que réclame exactement Marcelo Bielsa. Et sur le terrain, ce soir, Manu Magdelaine, rédacteur en chef adjoint à France 3 à Nord-Pas-de-Calais. Salut Manu, Bonsoir. On rappelle le principe de ce live, on partage. On partage, on commente, on réagit, on pose des questions, il n'y a pas de tabou, on peut tout se dire. Le tout, c'est qu'on est là dans un espace de débat. Voilà, c'est le mot, il n'y a pas de tabou, il y a des experts. Salut messieurs, Joël Dominguetti, rédacteur en chef adjoint au journal L'Équipe. Salut Joël. Bonsoir à tous. François Launay du journal 20 minutes. Salut François. Bonsoir. On va parler, on a titré Campos hors-jeu, point d'interrogation, avec un but qui fait polémique et qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment dans ton journal, Joël. Le but, on va le voir, ces images arrêtées de Youri Berchiche avec le Paris Saint-Germain, c'était au stade Pierre-Mauroy. Position hors-jeu ou pas de Cavani. Neymar fait la passe, donc on voit clairement que Cavani est hors-jeu. Là, c'est le moment où... Alonso fait une tête qui va revenir sur Berchiche. Et donc la question, c'était évidemment de savoir, est-ce que, entre ces deux images, est-ce que du coup, Cavani se retrouve hors-jeu? Là, c'est imparable, hein, avec la loupe que vous avez faite sur Cavani. Oui, il est hors-jeu quand le ballon part. Après, la question, c'est de savoir s'il fait action de jeu ou pas. Voilà. Le ballon est touché par Alonso, mais c'est vrai que Cavani gêne Alonso. Après, à vitesse réelle, c'est pas évident. L'arbitre pensait que Cavani sans doute faisait pas action de jeu, c'est pour ça qu'il a dit que le but était valable. Donc, après plusieurs ralentis, on peut constater en effet qu'il gêne Alonso. Pour toi, il est hors-jeu? Moi, sur le coup, franchement, je pensais pas qu'il était hors-jeu, mais c'est en ayant revu l'image plusieurs fois que je me suis dit bon, oui. Joël, est-ce que pour toi il est hors-jeu? Est-ce qu'il y a le but était valide? Si la question c'est est-ce que pour moi il est hors-jeu, il n'y a même pas débat, il est à 1m50 hors-jeu. Après, est-ce qu'il est actif ou passif? C'est là la vraie question. Pour moi, il ne peut pas être passif dans la mesure où il est sur la trajectoire du dégagement d'Alonso et que, de par sa présence, même si son attitude est passive au sens où je me retire du jeu parce qu'il le montre dans sa gestuelle, même s'il est passif dans son attitude, il est actif parce que la relance ou le dégagement d'Alonso n'est pas le même si le Cavani n'est pas là. Donc à partir du moment où il fait action de jeu, pour moi, il est hors-jeu clairement dans tous les sens du terme. Après, l'arbitre, il a une demi-seconde pour juger. Je le rappelle, nous, on a tous nos ralentis, c'est facile. Aujourd'hui, on peut l'affirmer, en tout cas, moi, je l'affirme qu'il était hors jeu. L'arbitre, il n'a pas cette aisance et ce recul. L'arbitre, clairement, il est hors jeu, l'arbitre. Lui, il a considéré, oui, je pense, mais il a considéré que c'était Alonso qui avait remis le ballon en jeu. Et dans ces cas-là, la règle est claire. Il n'y a pas de hors-jeu. Or, là, effectivement, moi, je suis d'accord avec Joël. Clairement, non. Alonso, peut-être qu'il remet pas du tout la balle à cet endroit s'il n'est pas gêné de cette manière par Cavani. Donc, clairement, il y a hors-jeu. Allez, postez vos messages, posez vos questions. Frédéric Fred nous dit fidèle chaque lundi. Merci Fred, restez fidèle aux 45 minutes. Si je vous dis arbitre international Coupe du Monde, Boulogne-sur-Mer, Nord-Pas-de-Calais, vous dites? On sait qui c'est, donc il n'y aura aucun suspense. C'est une fausse question débat. Bonjour Stéphane Lannoy. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour le 45 minutes. Vous avez arbitré une Coupe du Monde, on le rappelle, ancien arbitre international et président de la commission régionale des arbitres du Nord-Pas-de-Calais. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup de pénaltys, des buts comme ça, des hors-jeux qui font polémique. Là, c'est un but hors-jeu. Est-ce que vous auriez sifflé hors-jeu samedi après-midi? J'aurais été bien inspiré de prendre la bonne décision et à vous écouter et à vous entendre, vous avez en effet complètement analysé cette situation parce que la décision qu'il aurait fallu prendre sur cette action de jeu-là, c'était de sanctionner Cavani d'une position de hors-jeu. Mais ça n'a pas été fait. Est-ce que, au vu de l'action, au vu de la façon dont ça se passe, c'est pas le genre de décision justement qui est hyper difficile à prendre sur le moment quand ça va très très vite, quoi. Parce que là, nous, on est 2 jours après avec toutes les images, voilà. Bien sûr. Et c'est là où ça se complique en fait. C'est que on a toujours tendance à dire que c'est l'arbitre assistant qui doit sanctionner le hors-jeu. En effet, puisque lui doit être aligné pour prendre la bonne décision. Mais il y a un partage de responsabilité aujourd'hui, c'est-à-dire que l'arbitre central peut, lui,
même s'il n'est pas aligné sur l'avant-dernier défenseur, être en capacité, lui, de simplement apporter une information à l'arbitre assistant en lui disant oui, Cavani interfère dans le jeu. Oui, Cavani gêne le défenseur lillois. Et c'est juste un élément, une information qui l'amène à l'arbitre assistant, qui lui dira Cavani, donc au départ, il est en position de hors-jeu. Et puisque maintenant j'ai l'information qu'en plus il a interféré dans le jeu et qu'il a gêné le défenseur lillois, eh ben je lève le drapeau et je sanctionne la position de hors-jeu de Cavani. C'est un vrai partage de responsabilité maintenant. Et il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de François Lorpac. Elle a écrit, Ritzel nous dit hors-jeu ou anti-jeu de Cavani. Michael Lulu nous dit il y a hors-jeu, Cavani fait action. Alors Stéphane Lannoy, vous allez le voir, vous l'avez sûrement vu, il y a eu un vrai coup de gueule, un coup de sang, un coup de colère de Luis Campos, filmé par nos collègues confrères de Canal+. On va voir ce qui s'est passé dans l'allée du stade Pierre-Mauroy samedi après-midi. Regardez. Campos, 2 mètres hors jeu, se met-il à crier. Sacramento aussi du LOSC dit c'est toujours la même merde, entre guillemets. On va enchaîner, on va écouter, on va regarder. Campos dit comment c'est possible une chose comme ça. Là, vous n'avez pas le son, mais je peux vous dire que c'était assez virulent. Et on enchaîne avec cette phrase aussi. Qu'est-ce que c'est que ça mais que se passe-t-il? Vous voyez la colère. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect, voilà. J'ai un peu du mal à voir avec le timecode, mais c'est marrant. Et la 4e photo, vous allez voir, l'arbitre, c'est Maignan qui dit l'arbitre depuis la saison, il est pourri. Là, c'est des mots assez graves. Vous, en tant qu'arbitre, Stéphane Lannoy, c'est des choses que forcément il faut dénoncer selon vous? Il faut les combattre, ces comportements-là. Moi, je peux entendre la frustration. Ça, je peux l'entendre. Évidemment, quand on est entraîneur, président, dirigeant de club, et qu'on se bat pour ne pas être barragiste ou pire encore dans la charrette des rétrogradés en fin de saison, chaque point compte. Donc évidemment que la frustration, on peut l'entendre quand on pense que on a été victime d'une injustice ou d'une décision erronée qui impacte directement le résultat. On peut l'entendre, évidemment. Mais il y a une différence entre la frustration, parce qu'on est dans la compétition, parce qu'on est dans la culture de la gagne. Donc ça, on peut l'entendre. Mais entre la frustration et puis tenir des propos comme on en entend de façon récurrente depuis des semaines et des semaines, il y a quand même une limite à ne pas franchir, me semble-t-il. Joël, la limite a été dépassée là, selon toi? Sur les propos de Mike Maignan que je découvre ce soir, oui, clairement. À un moment, on peut être virulent, on peut mettre la pression. Tout le monde met la pression sur les journalistes, sur les arbitres, sur les joueurs, sur les entraîneurs, sur les dirigeants. Mais il y a des propos où il faut rester correct. Et la ligne jaune ne doit jamais être franchie parce qu'un arbitre peut se tromper au même titre qu'un journaliste, au même titre qu'un joueur qui tire un penalty, qui ne le transforme pas, ou un gardien qui ne contrôle pas son ballon. Donc l'erreur est humaine et à un moment... que la frustration s'exprime parce qu'il y a beaucoup de tensions, on peut le comprendre, mais que des mots soient prononcés comme ceux que je viens de découvrir, non, c'est pas tolérable. François. Ouais, alors, la frustration, je comprends d'autant mieux qu'on est à la 45e minute, que ça faisait 0-0, que Paris ouvre le score, c'est la mi-temps, et là, forcément, ça... Le LOSC avait bien joué, en plus. Le LOSC avait fait une première mi-temps plutôt pas mal. Oui, pour la frustration, par contre, après, se faire passer pour un statut de victime, j'ai pas l'impression que Lille soit particulièrement victime de grosses erreurs d'arbitrage depuis le début de saison. Non, c'est un peu ce qu'on entend, à chaque fois c'est pareil, c'est un manque de respect, l'arbitre, il est pourri depuis le début de saison. J'ai pas le souvenir d'énormément d'erreurs d'arbitrage en défaveur du LOSC depuis le début, donc une espèce de victimisation qui n'a pas lieu d'être sur ce dossier-là. Là où je trouve qu'il y a quelque chose voilà, il y a de l'ordre de la frustration, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus, parce qu'il faut bien voir que là, on est à 46 minutes, quoi. C'est-à-dire on est une minute après le but. Et donc là, ce qui est un peu, je ne vais pas dire grave, mais ce qui est embêtant, ce qui m'a gêné en voyant cette séquence, c'est de se dire, finalement, et on va peut-être le voir sur la dernière capture d'écran, c'est Galtier qui lui-même a pris part aussi à la discussion, et qui dit à l'arbitre, mais en plus, regardez, il n'y a pas de temps additionnel, vous êtes au-delà des 45 minutes. On va voir la capture d'écran du but.
Et là, vous allez voir, c'est pas le cas. On est à 44-59. Regardez, j'ai entouré en rouge le ballon 44-59. Non, mais c'est un détail. Mais c'était juste pour dire, c'est pas du tout une leçon de morale, mais c'est dire, ça vaut le coup d'attendre. Ça vaut le coup. On peut être frustré, mais ça vaut le coup aussi de ne pas dire n'importe quoi. Parce que là, derrière, Galtier l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse 45 minutes après. Il a dit non, mais il n'y avait pas de problème. Donc pourquoi mettre comme ça la pression sur l'arbitre sur des choses qui sont fausses? Autant sur le hors-jeu, bon, effectivement, l'arbitre a fait une erreur, mais en plus, rajouter le temps additionnel et des choses qui sont fausses, qui sont mensongères, moi je trouve que ça, c'est plus gênant. Stéphane Lannoy, avant de vous quitter, cette mésaventure, ça vous rappelle que le respect, il n'est pas encore gagné partout dans les stades pour les arbitres? Mais pourtant, on s'y emploie vraiment. Je pense qu'il faut vraiment que tout le monde prenne conscience que le foot a beaucoup à gagner en termes de respect, de tolérance, de fair play, parce que je ne sais pas si nos dirigeants au plus haut niveau ont vraiment conscience que leur comportement en Ligue 1 a des répercussions sur nos championnats de Ligue et de district. Et il y a un vrai, mais vraiment, il y a un vrai mimétisme entre ce qui se passe là-haut en Ligue 1 et ce qu'on retrouve retranscrit de façon assez fidèle dès le lendemain sur les terrains des ligues et des districts. Merci Stéphane Lannoy. Quand vous voyez ça vous manque pas l'arbitrage? Le rectangle vert me manque, oui. Ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir été avec nous pour le 45 minutes. Et vous venez quand vous voulez sur le plateau. On vous invite. Avec grand plaisir. Merci Stéphane Lannoy. Vous étiez en direct par téléphone. Merci à vous. On va passer au thème numéro 2, monsieur. On va s'intéresser à Marcelo Bielsa. Que réclame Bielsa? Serait-il le boulet, entre guillemets, du LOSC? Ce qu'il réclame, peut-il faire couler le club? On va voir la une de ton journal, l'équipe, Joël, avec cette question. Peut-il faire couler le LOSC? Bielsa, peut-il faire couler Lille? C'est possible? Écoutez, ce que je peux dire sur cette affaire est très clair, c'est que c'est un entraîneur, on peut juger de ses compétences ou de ses carences en termes sportifs, qui a eu un contrat, qui entend le faire respecter, réclamer ses salaires dus, plus un préjudice. Ce sont des sommes importantes. Néanmoins, dans cette affaire, il y a 2 juridictions qui sont saisies, plus la commission juridique de la LFP, ce qui est classique, c'est le tribunal de commerce et les prud'hommes. Là où c'est nouveau, c'est que l'avocat de Bielsa estime que si le LOSC n'a pas répondu à ses demandes d'indemnisation, c'est qu'il n'en a pas les moyens. Et je trouve que c'est mettre la pression, mais c'est aussi assez intelligent tactiquement de convoquer un tribunal paritaire qui va dans les temps, dans l'aspect temporel, beaucoup plus vite que les prud'hommes, qui vont prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il a ces 2 éléments de pression qui lui permettent de réclamer le dû pour son client. Alors justement, Joël, on va voir l'image, on va se caler sur cet après-midi. Sergio Rosenstro est allé au tribunal de commerce de Lille Métropole à Tourcoing. Cet après-midi, donc, ça a été renvoyé au 19 février. L'audience entre les avocats du LOSC et ceux de Marcelo Bielsa, qui contestent son licenciement et réclament plus de 18 millions d'euros au club nordiste. On va écouter les interviews recueillies par Sergio de Benjamin Cabagno, l'avocat de l'entraîneur de Marcelo Bielsa, et de Bertrand Van Beek, l'avocat du club nordiste. On les écoute. Je crois qu'on a compris que le LOSC avait d'autres problèmes que Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa étant une épine dans le pied supplémentaire qui est venue peut-être mettre un peu en lumière les difficultés actuelles. Pas du LOSC. Moi, je veux qu'on enlève ce mot du LOSC, mais des nouveaux dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le LOSC contre M. Bielsa ou M. Bielsa contre le LOSC. C'est M. Bielsa contre des personnes, donc des humains, des repreneurs, des gens qui avaient un projet, qui ont basé leur projet sur l'image et la notoriété de M. Bielsa, d'accord, qui lui ont fait des promesses, parce que pour pouvoir embaucher M. Bielsa, il fallait nécessairement faire des promesses, signer des contrats, ce qui a été fait, et aujourd'hui, ces contrats ne sont pas respectés, et M. Bielsa a été mis à la porte, comme on le sait, de manière un peu sauvage. Donc voilà, donc aujourd'hui, pourquoi M. Bielsa fera un cadeau au LOSC? Je pose la question. Le juge naturel des affaires qui concernent les salariés et les employeurs, c'est le Conseil de prud'hommes. Donc on peut être surpris, à juste titre, de se retrouver devant le tribunal de commerce. Pourquoi? Parce que le tribunal de commerce n'a pas vocation à prononcer une condamnation au profit d'un salarié contre une entreprise. Donc de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un moyen de pression contre le LOSC
pour le forcer un peu à transiger, ou est-ce qu'il s'agit d'une démarche inutile? Je vous en laisse juge. Messieurs, réponse selon vous? C'est pas nous qui sommes juges, c'est la justice en l'occurrence. Donc le tribunal décidera ou non de poursuivre pour le tribunal de commerce, soit de dire nous ne sommes pas en mesure de décider parce qu'il y a la commission juridique, parce qu'il y a les prud'hommes et que ce sont eux qui décideront et on ne va pas se substituer, soit il décidera de nommer un commissaire ad hoc parce qu'il y a des doutes légitimes sur la solvabilité du LOSC. Moi, je ne suis pas la justice, je ne suis qu'un simple journaliste. En l'occurrence, je répète que cette tactique d'invoquer deux entités est plutôt bien jouée de la part de Bielsa et de son conseil qui, lui, cherche à se faire payer. Surtout si un commissaire ad hoc est nommé, ça veut dire qu'on va connaître un peu l'état des comptes du LOSC, ce qu'on aimerait tous savoir, parce qu'on entend différents sons de cloche. Et là, si la justice commence à se mêler de ça, ça va être toute une autre histoire, vraiment. Manu, qu'est-ce que réclame exactement Marcelo Bielsa? Mais l'avocat du LOSC l'a dit d'une certaine manière, parce que c'est assumé par l'avocat de Marcelo Bielsa. Clairement, il cherche à transiger. Il l'a répété, on ne l'a pas entendu là dans l'interview, mais dans son ensemble, vous pouvez l'écouter sur notre site, il le dit plusieurs fois. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes prêts à entendre des propositions de la part du LOSC. Donc clairement, Joël a parlé de tactique, mais voilà, quand on est dans des jeux d'avocats, je pense qu'il y a une part évidemment de tactique. Et là, l'idée, c'est l'idée que vient d'évoquer François, selon laquelle, si on va au bout d'une procédure au tribunal de commerce, forcément, il faut sortir les comptes. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt premier du LOSC de sortir aujourd'hui les comptes, à moins que, voilà, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et je pense qu'en tout cas, c'est là-dessus que misent les avocats de Marcelo Bielsa en disant, voilà, cette pression-là, elle va peut-être suffire à ce qu'on puisse négocier de manière favorable à leurs clients. Voilà. Il y a déjà eu, pour rappel, une première négociation avant que l'arme du licenciement et pour faute grave survienne au mois de décembre. Et cette première négociation avait été refusée par Bielsa. Et je crois que le club de Lille avait proposé 7 millions d'euros. Voilà. 7 millions, là, Bielsa réclame 18, il y aura peut-être un accord au milieu. Mais pas 18, dont 5 de préjudice. Ouais. Donc le préjudice, c'est à l'appréciation du tribunal, si toutefois c'est retenu. Voilà, les salaires restendus, c'est 13 600 000. Au moins, on va montrer là, pour bien que ce soit clair, qu'est-ce que réclame exactement l'entraîneur argentin. Oui. Donc là, ce sont des infos qui ont été révélées par Joël dans son article de vendredi dernier. Donc la somme exacte, plus de 18,6 millions d'euros, donc 13,6 millions. Voilà. Sur les 13,6 millions, il y a l'appréciation des primes, l'appréciation des nombres de matchs joués. Voilà. Et il faut dire aussi que ça concerne Marcelo Bielsa et ses adjoints. Voilà. Ça, il faut toujours préciser. Il y a 4 personnes, donc ils sont 5, pas du tout à se partager, parce que ce n'est pas de manière équitable, mais dedans, il y a aussi l'indemnisation des adjoints qui sont repartis en même temps. Ils se sont d'ailleurs joints à cette requête auprès des prud'hommes, qui sont, on va dire, solidaires, si on peut s'exprimer ainsi. Mais pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, ces chiffres-là, ça peut vraiment... c'est une somme très importante. C'est énorme. C'est déjà un club qui est très endetté. C'est un club qui a un déficit structurel. C'est un club qui devait recapitaliser parce que lorsque Michel Seydoux a vendu, il y avait une recapitalisation nécessaire. C'est pour ça d'ailleurs que Marc Ingla, et c'est vous qui l'avez révélé sur France 3 Hauts-de-France, a demandé le report de l'Assemblée Générale. Et donc la publication des comptes, on ne l'aura qu'en juin. Donc on ne peut pas savoir, on ne va pas inventer des choses puisque les comptes seront publiés normalement fin juin. Donc oui, c'est une somme importante qui concerne, regardez le transfert de Martin Terrier, c'est supérieur au transfert de Martin Terrier qui est déjà très bien vendu. Ça prouve aussi qu'il ne faut pas ennuyer Marcelo Bielsa, sinon il règle ses comptes. C'est la première fois qu'on voit ça, un entraîneur, en tout cas de foot en Ligue 1. C'est la première fois que ça arrive, ça ? Qui demande au tribunal de commerce d'intervenir dans ce litige pour prouver, pour avoir la preuve que le club est en cessation de paiement. On n'a jamais vu ça avant, quoi. Donc, et ça, je pense que le LOSC ne s'y attendait pas forcément. Une question de Pierre Danel sur notre page Facebook. Lopez prépare une enveloppe de 70 millions d'euros pour le prochain mercato et vu les derniers matchs, cela devrait bien se passer pour le maintien. Ça vient de où Alors ça vient du club. Le club explique très clairement que non seulement ils n'auront pas de problème devant la NCG parce qu'ils amèneront les garanties. Gérard Lopez doit s'exprimer cette semaine en apportant des éléments concrets. Nous écouterons et nous verrons et nous jugerons sur les faits. Et effectivement, il y aura aussi des ventes parce qu'il n'y a pas que de l'argent qui sera soit de l'argent d'un nouvel investisseur, soit plus logiquement, en tout cas sur les informations qui sont les nôtres,
un rééchelonnement de la dette, ou en tout cas un surplus d'argent venu de ceux qui financent déjà le club auprès d'emprunts obligataires, c'est-à-dire Elliott Management. Donc là, ça serait, j'imagine, compensé par une prise de capital d'Elliott, un petit peu comme ça se passe à Milan. Donc Gérard Lopez va s'exprimer, mais il est vrai que cet argent est attendu et en tout cas la DNCG ne laissera pas passer. Alors Joël, il y a beaucoup de messages, tu t'en doutes, sur le fait que 2 jours de suite, il y a eu des informations importantes qui ont été révélées par l'équipe. Il y a beaucoup de supporters qui, clairement, on va le dire, parce que c'est le cas, te le reprochent presque personnellement. Donc je pense que c'est bien quand même d'en parler. Notamment, là, Yannick qui dit « Domenighetti, pourquoi sortir 2 doubles pages à 2 jours d'intervalle la veille d'un match, alors que l'info de la DNCG date de décembre, à part remuer le couteau et déstabiliser l'équipe ». Pourquoi faites-vous votre travail, monsieur Domenighetti? Voilà, c'est-à-dire que je suis content qu'on me reproche de faire mon travail. Si les gens pensaient que je ne m'intéressais pas au LOSC, je fais juste mon travail d'information. Donc je vois que les 2 communiqués du club valident 100% de mes infos. Après, c'est une question d'interprétation. Moi, je n'ai pas envie de polémiquer. Les informations, je les sors pas pour déstabiliser qui que ce soit, mais quand on les a et quand on les vérifie, quand on les recoupe. Pour ma part, à titre personnel, je ne savais pas que le club était rétrogradé à titre conservatoire. Je l'ai écrit après l'avoir vérifié et recoupé plus d'une fois, croyez-moi, et c'était particulièrement difficile. Si d'autres le savaient, pourquoi ne l'ont-ils pas écrit? Je l'ai écrit quand je le savais et il n'y a aucun rapport entre une quelconque déstabilisation et c'est simplement les faits par rapport à mes enquêtes et par rapport aux informations qui reviennent. Et je peux vous dire que c'est très difficile de travailler sur le LOSC parce qu'il y a une omerta considérable. Et il faut repréciser à propos de cette info sur la rétrogradation administrative qu'elle n'est pas liée à la fin du mercato, elle n'est pas liée à une éventuelle, je mets bien éventuelle, échéance dont on a un peu parlé à 25 millions d'euros qu'il fallait mettre sur un compte bloqué. Elle a été signifiée en même temps que l'interdiction de recruter au LOSC. Alors c'était la base de mon raisonnement, c'est que je me suis dit, comment se fait-il qu'une interdiction de recrutement ne soit pas en corrélation avec une rétrogradation à titre conservatoire, qui, je le rappelle, est une alerte, qui n'est pas une fin inéluctable. C'est arrivé à Lens, c'est arrivé à Valenciennes. C'est arrivé à d'autres clubs, à Marseille aussi, et qui ont, par le passé, récupéré et obtenu le droit de continuer en vendant des joueurs. Mais ce qui est important, ce qui sera sans doute le cas du LOSC. Et le LOSC n'avait pas obligation. Alors, il y a une partie des décisions de la DNCG qui sont publiques, qui sont communiquées à tout le monde, les journalistes, les supporters. Cette décision-là, la DNCG laisse à la discrétion des clubs de la communiquer ou pas. Il se trouve que le LOSC a choisi de ne pas la communiquer. Non, le LOSC a nié. Nous avons interrogé le LOSC, qui pour beaucoup de nos articles n'ont pas souhaité répondre. Le LOSC nous a clairement répondu pour ce fait précis de rétrogradation que c'était faux. Donc ils ont menti. Voilà. Et on en parlera sur ce plateau des 45 minutes. Je vous rappelle que c'est rendu au 19 février prochain. D'ailleurs, on peut peut-être, on anticipe un petit peu, mais on peut peut-être remettre, on a l'interview de Marc Ingla, parce que si on rembobine un petit peu sur cette question-là, la question lui a été posée, puisque, décembre 2017, comme dit Joël, c'est un peu précis, mais on voit tellement en ce moment de messages passer autour de ça. À l'époque, effectivement, pour beaucoup de journalistes, pour les gens qui connaissent bien le foot, rétrogradation administrative, ça va avec interdiction de recruter, ou plutôt l'inverse, interdiction de recruter, ça voilà. Et donc, on a posé la question à Marc Ingla, et écoutez sa réponse à l'époque. Je précise qu'ils n'avaient pas dans les mains la décision de la DNCG à ce moment-là. Ils ont des mails, ils sont au courant rapidement, bien avant. Écoutons ce qu'il avait répondu aux journalistes à ce propos. Si on l'a, on doit l'avoir. Pas du tout. C'est pas du juste. De Marc Ingla, c'était en décembre 2017. Est-ce que c'est calé? C'est normal qu'il y a quelques inquiétudes parce qu'il y a aussi je ne dirais pas de fake news, non, parce qu'on doit voir tous les rapports intégraux de la DNCG, non, mais on n'a jamais parlé ou échangé avec la DNCG d'aucun scénario d'être relégué ou des scénarios de catastrophe. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, non, ça a été toujours des discussions de numéros et de tous les éléments qu'on a apportés. Alors c'est très intéressant ce passage parce qu'au lieu de s'en prendre aux journalistes qui, modestement, font leur travail, il faudrait peut-être s'en prendre aux dirigeants qui ne disent pas la vérité. Je crois que les supporters sont régulièrement reçus à Luchin. Si la dernière fois que Gérard Lopez voulait les voir, ils n'y sont pas allés, c'est qu'il y a quand même un moment où les gens
considèrent qu'on les a pris pour des imbéciles. De la suite de cette interview, je me rappelle très bien, c'était avant un match contre Nice en championnat, je crois le dernier match de la saison. En Coupe de la Ligue, En Coupe de la Ligue, ouais. Derrière, on apprend que la dynamique du LOSC était très positive, alors que le club à l'époque était 18e de Ligue 1, enfin son classement toujours aujourd'hui, qu'il y avait des problèmes de partout, mais pour Markinga, il n'y avait pas de problème. Mais là, le terme de fake news, effectivement, voilà, je pense qu'il doit aussi ouvrir les yeux aux supporters. Les dirigeants du LOSC n'ont pas tous les défauts, mais là, en l'occurrence, on a l'élément qui montre, enfin les éléments maintenant du puzzle qui montrent qu'à cette époque, ils ont sciemment menti. Ils ont accusé les journalistes de répandre des fake news alors qu'ils savaient que la DNCG les avait rétrogradés en Ligue 2. Enfin, administrativement, j'entends, mais quand même, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, quand les supporters disent maintenant le LOSC a 70 millions d'euros, effectivement, la conséquence de tout ça, c'est quand on reconstitue, qu'on se dit qu'on a menti, effectivement, sur les 70 millions d'euros, moi personnellement, mais je pense que Joël, c'est pareil, on a des gros doutes. Est-ce qu'il y a vraiment eu 70 millions de propositions fermes pour acheter des joueurs du LOSC de la part de clubs anglais, allemands ou que sais-je ? On n'a aucun élément aujourd'hui de la part du LOSC, on en a de notre part, mais on n'en a pas d'élément de la part du LOSC pour le prouver, ça. C'est intéressant ce que vous dites, parce que cette information vient du LOSC. Et moi, je la relais, donc mea culpa moi-même. Mais on ne peut pas me dire que je suis en train de déstabiliser le club, alors que je relais une information positive, qui est celle qu'ils ont 70 millions de propositions, et donc forcément des joueurs à forte valeur ajoutée qui vont leur permettre financièrement d'être au-dessus du niveau de flottaison. C'est à un moment, il ne faut pas dire tout et son contraire. Et en l'occurrence, cette information que j'ai vraiment, sur laquelle j'ai également beaucoup travaillé, pour moi, je n'ai pas trouvé ces 70 millions de propositions en appelant un certain nombre de gens qui sont bien informés sur les joueurs respectifs et qui ne me permettent pas de dire qu'aujourd'hui, le LOSC possède ces propositions. Alors, on suivra ça le 19 février prochain et au Prud'homme, l'audience est fixée au 13 mars. Troisième thème de ce 45 minutes, les menaces de relégation en Ligue 2 qu'on a bien entamé. Avec ce communiqué, Manu, livré par le LOSC, c'était cette semaine. On va le voir, ce communiqué qui est sorti de la part de la direction du LOSC. C'était quoi l'objectif? On va le voir, Manu. Un travail colossal mais discret réalisé par les dirigeants du LOSC et leurs partenaires et dont les résultats seront concrètement visibles au mois de juin, au moment où ces paroles feront place aux actes, où le LOSC retrouvera une situation parfaitement normale. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai écrit, puisque Gérard Lopez a pris des engagements, et s'il les tient, nous dirons qu'il a tenu ses engagements. Point. François, c'est aussi simple que ça. C'est quoi le mois de juin? Qu'est-ce qui peut se... DNCG, vente de joueurs, recapitalisation, apport financier majeur. Fin avril, un rendez-vous d'étape déjà, et on saura là, à cette période-là s'ils ont de quoi rassurer le gendarme du foot français. Si ce n'est pas le cas, là, ça commencera vraiment à devenir inquiétant, mais ils ont l'air tellement confiants depuis le début que ça va bien se passer, que tout va bien se passer, qu'il n'y a pas de problème. Voilà, on verra jusqu'au bout, on jugera sur les actes. Ils étaient dans cet état d'esprit avant d'aller au dernier rendez-vous de la DNCG, en expliquant qu'ils avaient donné les garanties qui, pour eux, étaient, semble-t-il, nécessaires. La DNCG a jugé du contraire, et il y a un vrai sentiment de défiance, donc il faudra que Gérard Lopez amène du cash. Gérard Lopez, on a posé la question à consultation sur notre page Facebook aux supporters. Croyez-vous à ces propos de Gérard Lopez? Croyez-vous à ce mois de juin qui serait quelque peu miraculeux? Et vous avez été 71% des consultés à dire oui. On y croit. Est-ce que c'est... Manu, ça te semble réaliste, toi? La dernière phrase, c'est le LOSC va retrouver une situation normale en juin. Donc pour l'instant, elle n'est pas normale. Et pourtant, on n'arrête pas de nous répéter qu'elle est normale. Donc déjà, rien que ça... Enfin, je veux dire, on ne le répète pas de cette façon-là, mais... Voilà, comme Markinga, cette interview-là qu'on a passée tout à l'heure, le LOSC venait de recevoir son interdiction de recruter. Et comme dit François, on nous disait tout va bien, on est dans une spirale positive et tout. Et là, maintenant, dans un communiqué, ils disent ce sera en juin que le LOSC va retrouver une situation normale. Moi, je ne comprends plus cette communication. Et c'est vrai que j'ai tendance, et je pense que quand même pas mal de supporters ont cette tendance, à être un petit peu méfiant sur les annonces de Gérard Lopez, à constater que très souvent, il rejette la faute soit sur les arbitres, soit sur les journalistes, soit sur les gens de la DNCG qui ne comprennent pas son projet financièrement, soit sur Marcelo Bielsa qui n'était pas le bon entraîneur. Enfin, voilà, il y a toujours quelqu'un... je me dis, quand on reproche toujours les problèmes aux autres, de temps en temps, le problème, c'est un peu soi-même. Et quand bien même Lille a reçu 70 millions d'euros pour des ventes de joueurs cet hiver, c'est pas pour ça qu'ils vont vendre pour 70 millions cet été.
s'ils vendent pour cette somme-là, mais ils n'ont plus d'équipe, donc il va falloir recruter, donc rajouter de l'argent, sachant qu'il y a déjà un déficit structurel d'une 30aine de millions d'euros, sachant qu'il va peut-être falloir aussi provisionner les 18 millions d'euros ou moins de Marcelo Bielsa. C'est pas parce qu'ils ont 70 millions d'euros de vente de joueurs possibles qu'ils vont déjà les vendre tous et que ça va régler tous les problèmes. Donc il faudra sans doute beaucoup de garanties. On a un message d'Aurélien Delplanque. Allez-y, postez vos messages et vos commentaires. Il dit « On va bien rigoler la fin de saison si on reste en Ligue 1 ». C'est tout ce qu'on souhaite au club du LOSC, bien évidemment. Ah oui, parce que notre travail, c'est de défendre l'institution LOSC, qui est un club important et qui... d'ailleurs, justement, intéresse beaucoup de monde. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas de se faire mousser, c'est justement d'informer les gens et que les gens prennent les informations en les ayant lues. Il y a un homme dont la mission est de sauver le soldat LOSC, qui s'appelle Christophe Galtier. On va l'écouter. Il répondait aux questions des journalistes concernant cette crainte. Est-ce que l'équipe pensait à la Ligue 2 et à cette relégation probable? On l'écoute. Pas du tout. Je ne suis pas du tout présent dans mon esprit. Et heureusement, à l'heure où on se parle, c'est pas présent dans l'esprit des joueurs et que je suis convaincu, persuadé, et j'en suis quasiment sûr, que le maintien se jouera sur le terrain et que si on obtient le maintien sur le terrain, la saison prochaine, le LOSC sera en Ligue 1. C'est clair dans les mots dans la bouche de Christophe Galtier. Il se concentre sur le terrain, encore heureux, c'est quand même sa mission première pour l'instant. Le club est en position de relégable, si je ne m'abuse. 18e, donc de barragiste. Et donc, voilà, c'est d'abord ça qu'il faut assurer, parce que si effectivement il y avait une relégation sportive, ça serait impossible à résoudre. Et puis, parce qu'il a vécu le mercato de l'intérieur, on lui a montré sans doute des écrits, on lui a fait écouter des conversations avec des entraîneurs qui étaient intéressés par des joueurs, comme par exemple Soumaré avec Monaco. Il se trouve que, selon mes sources, à Monaco, il n'y avait pas de proposition pour Soumaré. Mais du côté du LOSC, on est toujours entre les deux informations. Vous voyez, à un moment, quand il y a une personne qui ment, on ne sait pas laquelle c'est, tant que les faits ne sont pas avérés. Donc moi, du côté du LOSC, on me dit qu'il y avait des propositions importantes pour Soumaré, et du côté de Monaco, on me dit que non. Donc voilà, mais Christophe Galtier était au cœur du débat, au cœur du mercato, donc lui, il exprime ce qu'on lui a expliqué, et je ne vois pas pourquoi il dirait le contraire, puisqu'il est dans ce projet, il est entraîneur, il est partie prenante du LOSC, c'est normal qu'il tienne ce discours. Et il est à sa place et dans son rôle de dire, on ne pense qu'au terrain, bien évidemment, mais ça va être compliqué quand même, clairement. Avec tout ce qui se passe au LOSC, même si c'est des joueurs pros, c'est quand même très dur de ne pas penser à la fin de saison, parce que là, on est quand même qu'à 14 matchs. Il est obligé d'être dans un discours comme ça. En plus, il vient d'arriver. Ça fait juste un mois qu'il est là. Christophe Galtier ne peut pas déjà envisager le pire. Je pense qu'il n'envisage même pas. Et il a raison, parce qu'il estime, vu son effectif, vu l'opposition en Ligue 1, que son équipe a largement les moyens de se maintenir. Ce qui est vrai. Sur le papier, c'est vrai. Maintenant, on va voir comment ils sortent de cette période difficile qui les attend, là, les matchs importants à Nantes, contre Lyon, face à Angers qui les attendent. Là, je pense que sportivement, on commencera à avoir une espèce d'avis de savoir si vraiment cette équipe est taillée pour le maintien début mars. Manu, par rapport à Christophe Galtier et son discours, très bien d'entendre. Moi, je trouve ça très cohérent. Enfin, c'est logique. Il doit protéger ses joueurs. De toute façon, même si ces joueurs ont la tête ailleurs, ce qui, je pense, est le cas pour certains, malheureusement, parce que forcément, quand on se retrouve dans un club comme ça, en difficulté à tous les niveaux, je pense qu'il doit y avoir des joueurs, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui disent à leur agent à la fin de saison, j'aimerais pouvoir quitter le LOSC. C'est pas les meilleures conditions, mais Galtier, il peut pas dire autre chose que j'essaie de mobiliser mon équipe, on va essayer de sauver le club sportivement, et mon président m'assure que financièrement, il fait tout pour que si on n'est pas relégué, on puisse rester en Ligue 1. Je trouve ce discours logique, mais en même temps, il ne peut pas dire autre chose. Enfin, Par contre, je pense qu'il ne supporterait pas une deuxième saison à jouer le maintien en Ligue 1, ce qui est une possibilité si Lille doit se séparer de plusieurs joueurs cet été. Ça, il ne faudra pas l'enlever. Christophe Galtier n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour jouer le maintien. Là, il est venu pour une mission commando, sauver le club, et après, avoir de nouvelles ambitions. Mais est-ce qu'il pourra les avoir ? Ça, c'est moins sûr. Qu'est-ce que lui a dit Christophe Galtier? Qu'est-ce que les dirigeants lui ont dit pour le faire venir? Alors, tu sauves le club. Alors, ce qu'ils lui ont dit pour le faire venir, je ne sais pas, mais ce qu'ils lui ont dit quand il était déjà arrivé, c'est qu'il y aurait 1 à 2 départs. Ça, c'est clairement ce qui a été dit à Christophe Galtier. Il se trouve qu'il n'y en a pas eu, en tout cas au sein de l'effectif, puisqu'il n'y a eu qu'une seule vente, c'est Martin Terrier. Il y a eu un retour, donc c'est moindre dégâts. Ensuite, je pense qu'il a découvert des choses qu'il ne mesurait pas lorsqu'il est arrivé au sein du vestiaire, en voyant comment ça se passait, ce qui s'était passé sous l'ère Bielsa,
le rapport des joueurs avec leur valeur supposée et le niveau de son effectif, qui était pour moi insuffisant en volume, mais également à un moment surcoté, parce que c'est bien gentil quand on a une valeur et qu'on est acheté très cher et qu'on arrive comme un joueur important. Encore faut-il le prouver sur le terrain. Jusqu'à preuve du contraire, les joueurs lillois cette saison n'ont pas été à la hauteur des exigences qui étaient les leurs. Il y a une petite question au passage qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est une question de JF Cousin. Avez-vous des nouvelles du rôle de Charles Bietri ? Alors, il se trouve que oui. C'est pour ça que C'est très important pour l'avenir du LOSC. Oui, mais bon, c'est une question de supporters. Alors, visiblement, les supporters, ils sont un peu partagés. Ils nous posent quand même des questions, donc ils doivent se dire qu'on a quand même des infos qui les intéressent. Et là, en l'occurrence, Charles Bietri... alors, en fait. Voilà, qu'on fait notre travail. En l'occurrence, non, je sais. En l'occurrence, Charles Bietri, c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs de départ de Charles Bietri. Qui ont été infirmés par l'intéressé. Qui ont été infirmés par Charles Bietri, qui a dit qu'il ne se voyait pas du tout quitter le navire. En même temps, on ne sait toujours pas ce qu'il fait. Donc, voilà. Il est conseiller. Ça c'est autre chose. Là, la question, c'était est-ce que Charles Bietri reste au club ? Il est conseiller externe de Gérard Lopez. La réponse est il nous répond que oui. Joël, il est conseiller externe de Gérard Lopez. Alors, est-ce que vous pouvez me définir dans quelle mesure ? Communication, management, organisation du club ? Je ne le sais pas, mais il est conseiller externe de Gérard Lopez, de sa propre bouche. Voilà, donc lui aussi on l'avait invité, et on le rappelle, tous les dirigeants lillois sont les bienvenus sur ce plateau. Juste un mot là-dessus, on précise quand même, voilà, 45 minutes c'est une émission de débat, on invite tous les dirigeants de clubs, les joueurs, voilà. Le LOSC est le seul club pour l'instant à avoir toujours refusé de venir. Il y a Patrick Robert qui est venu, le président de l'association LOSC, on le remercie. Christophe Galtier va venir vous rejoindre. Christophe Galtier nous a assuré que voilà, donc c'est pas du tout qu'on ne veut pas de contradicteurs ou qu'on ne veut pas discuter avec les dirigeants, les joueurs du LOSC, l'entraîneur. Au contraire, on est tout à fait ouvert, ils le savent et ils réfléchissent chaque semaine à notre proposition. Il se trouve que pour l'instant, on peut constater qu'ils n'ont pas donné suite, mais on est persuadé que ça va venir parce que voilà, nous, on a tout intérêt à débattre et à avoir aussi des informations que peut-être nous n'avons pas. Hein. Sûrement même. Donc les invitations sont encore lancées. Yann, sur la page Facebook, nous fait une belle transition pour le 4e thème, pour parler de l'avenir à court terme du club du LOSC. C'est fort d'avoir payé 1 million d'euros pour le retour du joueur de Valenciennes. Là, on parle de Lebo Motiba. On va voir quelques images sous les couleurs du LOSC. Alors, polémique avec ce joueur, Lebo Motiba, prêté à Valenciennes cette saison par le LOSC. Le LOSC veut son retour et là, il exige une indemnité de 1 million d'euros. Je ne me trompe pas, François ? Après négociation, oui. Après négociation, payé par le LOSC, alors que le LOSC payait depuis 1 an son salaire. 6 mois. Depuis 6 mois. On va écouter la réaction de Christophe Galtier sur ce sujet polémique de Lebo Motiba. Un beau proverbe provençal. Le score est sévère par rapport aux efforts fournis. Mais des efforts contre Paris, il faut en faire beaucoup. Et sûrement plus que dans les autres matchs pour obtenir un résultat. Et c'est ce qu'ont fait mes joueurs sur la première période. Là, on parlait des réactions sur le PSG. Joël, tu parlais du fameux proverbe de Christophe Galtier. Je ne l'ai pas appris par cœur, je suis désolé, mais on je va l'ai découvert. Déjà, je ne l'ai pas compris au premier chef. Il y a une interview qui s'appelle Il a fallu qu'on me le réexplique. On se la cale, Jean-Yves, et on l'écoute. Il y a le scénario quand même de ce retour qui est, je pense, unique en Ligue 1. Un joueur prêté, on veut le récupérer, il faut payer. C'est assez étonnant quand même, Christophe. Je ne sais pas ce que tu en penses. Fais du bien à Bertrand et te le rends chiant. Prends la ligne. D'après ce que je sais, quand Motiba a été prêté à Valenciennes était dans une situation difficile. Et le club ici a fait un effort. Aujourd'hui, c'est Lille qui était dans une situation difficile. Il n'y a pas eu le retour. Voilà, cette fois-ci, point final, c'est quand même incroyable cette histoire, François. Oui, alors pour revenir sur ce que dit Christophe Galtier, les choses étaient claires. Quand il y a eu le prêt en décembre et en juin entre Lille et Valenciennes, c'était un contrat de prêt classique et il n'était pas prévu de revenir dessus. Donc les choses avaient été faites dans les règles. C'est vrai que Valenciennes était en difficulté, mais les choses avaient été faites dans les règles. La Lille demandait de casser finalement le contrat de prêt.
de demander à son voisin de rendre leur meilleur buteur, 8 buts depuis le début de saison, un élément important de l'équipe de Valenciennes. Et donc forcément, ils n'ont pas dit oui, amen tout de suite, comme d'ailleurs Dijon, qui lui n'a pas lâché prise dans le dossier Tchéka. Valenciennes a lâché prise le dernier jour, puisque Edis Diak, le président du club, a réussi à faire monter les enchères au-delà de ce qu'il espérait à la base. Les négociations avaient commencé à 200 000 euros, et ça s'est passé comme ça, 200 000 non, c'est pas assez, et ça s'est fini à 1 million. Et lui, il est très content de son coup, je peux vous l'assurer. Il a l'impression d'avoir réussi un coup. Imaginez, vous vendez un joueur qui ne vous appartient pas au club qui l'appartient. C'est quand même. En même temps, on récupère une indemnité d'1 million d'euros, pardon. En même temps, ce que dit Christophe Galtier, ça t'en laisse sans voix. Ouais, ça me laisse sans voix. Ce que dit Christophe Galtier, c'est que ça se fait pas en gros. Si je peux schématiser. Non, attendez. Dans le foot moderne, je suis désolé pour les moralisateurs dont je ne fais pas partie. Il n'y a plus de règles. Quand on voit que Lille a été débauché des jeunes joueurs alors qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils devaient signer leur premier contrat en France et qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils ont été ils ont reçu une indemnité, je crois, quelque chose à payer. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis certain. Donc les règles aujourd'hui entre les joueurs, on va à l'amour du maillot, etc. Voilà. Moi, je pense que maintenant, ce qu'on doit exiger des joueurs, c'est qu'ils soient efficaces sur le terrain. Mais il faut jamais perdre de vue que quand il y a un transfert, il faut pas, pour le club qui vend, il faut pas perdre le joueur et l'argent que le joueur aurait pu vous rapporter. Pour Valenciennes, 1 million, alors qu'on ne payait pas le joueur parce qu'on avait une masse salariale encadrée, c'est inespéré. C'est beaucoup. Alors on peut dire après, voilà, ils étaient légitimes. Je pense que Lille était légitime de vouloir réclamer dans la situation où ils sont interdits de recrutement Motiba. Valenciennes était légitime de vouloir le conserver pour pouvoir l'utiliser. Ils n'ont pas perdu le joueur et l'argent du joueur. Ils ont récupéré 1 million d'euros. Voilà. Après, il y aura des rancœurs, il n'y aura pas de rancœur. Aujourd'hui, Valenciennes a bien joué le coup. Lille a récupéré un joueur. Même si ça a coûté 1 million, tout le monde est content. Maintenant, autant je trouve que la communication de Galtier, elle est souvent assez juste là, depuis qu'il est arrivé. Voilà, il est très bon. Je trouve très bon. Ça donnait un rayon de communication, un rayon de soleil de communication sur le LOSC. Autant sur ce dossier-là, j'ai un petit peu l'impression qu'il a été mal conseillé parce que, comme dit François, il faut rappeler que Dijon, dans la même situation, n'a pas cédé. Tchéka est resté à Dijon. Attention, selon mes infos, Dijon a d'abord accepté une première proposition du LOSC qui était de réduire l'indemnité d'option d'achat de Slity de 2 millions à 0. Et ensuite, il y a eu, selon le LOSC, je précise bien les sources, une surenchère que le LOSC n'a pas acceptée. D'accord. Mais en tout cas, il se trouve que certains clubs ont finalement, moyennant finance certes, mais ont finalement accepté de rendre service au LOSC, puisque de fait, ça rend service au LOSC. 1 million d'euros, c'est un service bien cher payé. Hein. Oui, mais d'autres, à 2,5 millions, Dijon n'a pas voulu. Ou le Lokomotiv Moscou a gardé Eder. Donc, le seul club que le LOSC a réussi à faire plier, et que le LOSC peut en quelque sorte quand même remercier, c'est Motiba. Donc, le LOSC cherchait également un latéral droit chez les amateurs, qu'ils n'ont pas trouvé. Voilà, donc non mais pour dire que là-dessus, Galtier, voilà, et il faut voir que dans ces dossiers de prêt et tout, il y a eu beaucoup de pression de part et d'autre et tout ça, et c'est vrai que le LOSC, c'est pas fait que des amis. Non, tout ça pour le moyen long terme, c'est pas forcément très bon. Lille a donné quand même beaucoup de leçons à la terre entière depuis que les nouveaux repreneurs sont arrivés il y a bientôt, il y a plus d'1 an désormais. Bon, il ne faut pas non plus s'étonner des fois qu'on ne cède pas à toutes leurs demandes et que certains ne se laissent pas faire, vu, quand tu sèmes, tu récoltes. Quoi. Arnaud Bataille nous dit, mais c'est connu, dans le Nord, on cède. Tu crois encore dans le football moderne Je ne sais pas si dans le Nord, on cède, parce que je n'aime pas faire des généralités, mais Mark Ingley, il cède beaucoup sur les salaires et il est réputé par les agents comme quelqu'un qui négocie facilement. On cède, c'est S''AIDE. Ah, on s'entraide alors. On s'entraide, voilà. Au sens s'entraider. Oui, je crois que c'est un peu révolu parce que il me vient comme ça à l'esprit que lorsque Lens cherchait un stade, Michel Sédou avait oublié que le stade était financé par la région, avait dit non. Et que Valenciennes avait demandé une indemnité par match trop importante et qu'ils se sont réfugiés à Amiens. Donc je crois que l'entraîne, malheureusement, comme je disais, dans le foot moderne, l'entraîne, l'amour du maillot, le joueur qui embrasse son... J'y crois plus depuis très longtemps. Tout ça, ce sont des artifices de communication. Et moi, je regarde à la fois le comportement des joueurs, je regarde celui d'Amadou, qui était parti à Londres, mais qui a fait un très très bon match contre le PSG. C'est ça qui compte. C'est est-ce que le joueur sera efficace? Est-ce qu'il sera concentré? Est-ce qu'il fera son job? Si après, il est amené à quitter le club à la fin, on dira merci pour service rendu. C'est surtout ça qui compte aujourd'hui. C'est la règle du jeu aujourd'hui dans le football. La semaine dernière, Arnaud Pouille nous disait le LOSC nous a piqué, entre guillemets, c'était son expression, Ouattara.
qui était un très bon joueur du centre de formation. Voilà, le LOSC n'a pas fait de sentiment. Ils avaient envie de recruter ce joueur qui a sûrement un fort potentiel. Lens misait aussi dessus. C'est le LOSC qui l'a emporté. Et là, le LOSC est bien content quelque part. Disait Joël, sur les jeunes joueurs, le LOSC a brisé une règle non écrite entre clubs de Ligue 1 qui un gentleman agreement. Qu'on se respectait avec Patrick Robert d'ailleurs l'a reconnu sur ce plateau. Donc après, ça sert à rien de se plaindre quand il y a un retour de bâton. Allez, Cédric Marquet nous dit vous pouvez parler en positif du LOSC avec 18 points d'interrogation. On aimerait bien, ça serait même plus facile pour bosser. On va se terminer avant la fin de ce 45 minutes. On demande à ce qu'il gagne pour que ce soit facile de travailler. On va regarder le classement de la Ligue 1. Le LOSC est donc 18e à égalité avec Amiens, à 1 point du 19e 3, à 7 de Metz, la lanterne rouge, et à 25 points déjà du 3e Monaco. Un mot sur le calendrier, monsieur. Pour le LOSC, il y aura Nantes à l'extérieur, 6 premiers, Lyon à domicile, 6 premiers du classement. Angers qui se bat pour le maintien, Nice, Montpellier et Monaco. C'est un calendrier qui va être très très dur pour une équipe qui tente de sauver là. Oui, mais qui sera révélateur parce qu'on a vu que contre Paris, même s'il y a eu 3-0 au final et que la supériorité de Paris ne se conteste pas, quand bien même il y a eu ce but pour hors-jeu, l'équipe se révèle, elle est plus solidaire, elle est plus compacte, elle est plus disciplinée. C'est aussi un problème de comportement au LOSC, ce qui se passe cette année. J'ose espérer qu'avec les retours de Soumaoro dans l'axe, les retours de Motiba en pointe qui va peser et qui va amener de la profondeur et de la puissance un peu plus que Poncé, et l'utilisation de Benzia, l'équipe sera plus efficace. C'est ce qu'on lui demande, et contre des adversaires de plus haut rang, avec des matchs qui seront peut-être télévisés, on en vient là, mais on en est là. Peut-être que Lille sera à même de rapporter des points. Et justement, ces matchs-là, ce sera le révélateur. Donc il y a du positif aussi. Ouais, c'est une équipe qui est à l'aise contre les gros. C'est vrai ce que dit Joël. C'est une équipe qui avec des joueurs qui aiment bien se mettre en valeur, d'où l'aspect télévisé qui est important en effet à prendre en compte. Et aussi, ils n'ont pas souvent déçu cette saison contre les gros. Ils sont allés gagner à Lyon. Voilà. Qui avait prévu la victoire de Lille à Lyon avec la réussite, mais il en faut. Moi, je n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça. Là, ils n'ont pas été ridicules contre Paris. La première mi-temps, il n'y a rien à dire. Et pour finir vraiment sur une note positive, la première mi-temps face au PSG, vraiment, moi, m'a donné quelque part de l'espoir pour le LOSC parce qu'on a vu vraiment une équipe qui avait envie, qui a bousculé un tout petit peu le PSG. Il y a eu deux mini-occasions, mais quand même des occasions en première mi-temps. Des occasions. C'est une vraie occasion. Le tir de Mendy, c'est vrai, ce sont des occasions et voilà. Oh là, c'est fini. Bon, mais j'ai dit quelque chose de très positif et je le pense vraiment. David, il va y avoir des messages sur Facebook, attention. Et Aurélien nous dit bravo, du positif. Merci à vous, merci Joël, merci François, merci Manu. La semaine prochaine, c'est Thomas Milot qui sera sur la présentation de ce 45 minutes. À très bientôt et rendez-vous demain sur les pages Facebook pour les meilleurs extraits de cette émission. Ciao, belle soirée.